C'est bien là, non. Alors, comme Laurent l'expliquait il y a quelques instants, il y a toute une iconographie sur ces gravures qui est très diverse, très diversifiée et très complexe. Alors, parmi tout ce qui est observable, il y a, comme ça a été dit, à la fois des personnages, il y a des signes géométriques qui ont certainement une signification pour leurs auteurs, des animaux fantastiques, des créatures fantastiques qu'on pense correspondre à des divinités, et puis également, outre les rochers gravés, il existe aussi des gravures sur des blocs mobiles de taille variable. Certains sont très petits, d'autres sont plutôt, pourraient être qualifiés de semi-mobiles, ce qui suppose une manipulation de ces objets, alors que c'est absolument les mêmes gravures qui sont représentées à la fois sur les rochers et sur les blocs mobiles. Ces blocs mobiles sont accompagnés, étaient enterrés initialement, mais à assez faible profondeur. Ils sont accompagnés éventuellement de gravoirs, de petits gravoirs en silex qui ont servi donc à tracer ces gravures, ces représentations, et éventuellement de cailloux percés qui sont des cailloux percés naturellement, le plus souvent de silex, qui ont été ramassés soit dans des niveaux d'argile à silex de la région, soit dans les alluvions de la Seine ou du Loing. Donc une origine régionale, mais pas du tout de la forêt Fontainebleau. Donc ce sont des objets qui ont été recherchés et sélectionnés, et donc manipulés certainement dans le cadre de pratiques rituelles, peut-on supposer. Les gravoirs, il y a un petit mot sur les gravoirs, parce qu'ils ne proviennent absolument pas d'une industrie lithique qui est tirée produite avec une chaîne opératoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne opératoire, c'est simplement des objets qui sont des éclats qui sont débités à partir de petits blocs, de petits rognons de silex, uniquement pour obtenir un tranchant, de façon à pouvoir graver l'objet. Le silex étant très dur, plus dur que le métal, de toute façon. Donc voilà, c'était vraiment les objets qui étaient fabriqués spécifiquement pour les gravures. Donc ce sont des gens qui, à cette époque-là, au moment où les gravures sont effectuées, ce sont des gens qui ne taillent pas le silex habituellement. Voilà, ce qui est un élément quand même de chronologie, parce que ça nous renvoie au minimum déjà pas avant 1500 ans à peu près, avant notre ère. Alors parmi tout ce qui est observable au sein des gravures, que ce soit donc sur les blocs mobiles ou sur les rochers, il existe des objets qui sont reconnaissables et également des signes qui se retrouvent, comme le disait Laurent tout à l'heure, qui se retrouvent sur les poteries. Alors ça, ce sont des choses qui sont très importantes, parce qu'il faut pouvoir caler ces gravures dans la chronologie, c'est-à-dire pouvoir les rapprocher à un contexte chronologique et culturel, savoir qui étaient les auteurs de ces gravures. Sinon, on se retrouve avec un phénomène qui flotte en fait dans le temps, et on ne peut pas le rapprocher à l'histoire de ces sociétés, puisqu'on essaye de faire, on essaie de retracer l'histoire de ces sociétés anciennes. Donc là, effectivement, on a un pan qui nous manquait jusqu'ici de ces données qui ne correspondent évidemment pas aux funéraires, qui ne correspondent pas aux domestiques, à la sphère domestique, mais qui relèvent en fait de la perception que ces gens avaient du monde, et évidemment de leurs croyances et de leur spiritualité. Donc vous avez dans la vitrine qui se trouve à gauche là-bas, en fait, vous verrez, il y a une représentation de travois qui est en fait un engin de transport. Donc voilà, vous verrez
les photos, on n'a pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais c'est un type d'engin de transport qui est apparu au néolithique et qui vraisemblablement a perduré durant toute la protohistoire après. Ensuite, sur la vitrine d'à côté, il existe des objets, donc sur les gravures, qui sont des objets qui sont tenus par des créatures, des créatures à tête triangulaire, qui sont des divinités masculines, et qui tiennent un cistre, c'est-à-dire un idiophone, un objet cliquetant. C'est un objet métallique avec des petites pendeloques. L'exemplaire qui est présenté ici, c'est une réplique en fait d'un cistre qui a été trouvé au XIXe siècle en Allemagne du Sud-Ouest, en Rhénanie-Palatinat, voilà, et qui date de l'extrême fin du Confinal. Et il y a une parenté très très forte entre cet objet, tel qu'on peut l'observer, cet objet réel, hein, là vous avez la photo à côté de l'objet en bronze. Il y a une parenté très forte entre un objet qui est tenu par une créature, une divinité à tête triangulaire, et ce fameux cistre. Au niveau des éléments de datation, donc, les céramiques permettent, dans un certain nombre de cas, de faire des parallèles. Par contre, sur ces poteries, on trouve effectivement des signes très, très particuliers, mais qu'on trouve ensemble, à la fois sur les poteries et sur les gravures, parce que chaque signe pris séparément est assez ubiquiste, et on pourrait très bien penser qu'il y a un phénomène de coïncidence, en fait, hein, entre la représentation de ces éléments sur les céramiques et sur les panneaux gravés, les blocs gravés. Donc on trouve des asticas, on trouve des croix avec des points entre les branches, on trouve des petits cervidés, on trouve également des peignes, enfin des motifs en forme de peignes avec des cupules entre les peignes. Et en fait, le fait de trouver tout ça, enfin, ces différents éléments sur une poterie et de les retrouver sur les gravures, tente à prouver, même si ce n'est pas une preuve absolument formelle, c'est un faisceau de présomption, celui qui est très important, qui permet de proposer une attribution chronologique de ces gravures à la toute fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire au IXe siècle à peu près, avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, il n'existe pas sur les poteries, effectivement, de créatures surnaturelles, de divinités, et une des hypothèses actuellement retenues, c'est qu'il y aurait une sorte d'interdit pour la représentation de ces divinités, à l'air libre ou sur des objets qui présentent un caractère ostentatoire. Les poteries sont décorées, c'est souvent des grands plats, il y a un caractère ostentatoire très net sur ces objets. Ce qui va un peu exactement dans le même sens que ce que je viens de dire, c'est que les gravures elles-mêmes sont cachées. Hein, donc en fait, tout se passe comme si on avait voulu éviter que les représentations de ces divinités, multiples d'ailleurs, hein, ne soient pas visibles, en fait, accessibles à l'œil pour un simple passant. Voilà. Et quant aux blocs, les blocs mobiles, eux-mêmes étaient enterrés à faible profondeur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc du coup, là aussi, ils ont tous été manipulés avant d'être enterrés, mais à partir du moment où ils étaient enterrés, plus personne ne les voyait. À signaler également des stèles, dont plusieurs ont été découvertes totalement alignées est-ouest, qui pouvaient peut-être jalonner, on peut supposer, une voie sacrée, et avec des blocs gravés, mobiles, donc des petits éléments qui avaient été plantés à leurs pieds, voilà, à une certaine profondeur, et qui présentent des divinités, tantôt féminines, tantôt masculines. On ne rentre pas trop dans les détails. Et pour finir, je voudrais juste indiquer aussi, donc Laurent en parlait tout à l'heure, mais c'est que parmi toutes ces divinités qu'on observe, on sent qu'il y a des choses qui préfigurent déjà ce qu'on va trouver ensuite chez les Celtes. Voilà. Et notamment, la divinité à tête triangulaire et bois de cerf sur la tête évoque tout à fait le dieu des Celtes qu'on appelle Cernunnos, et qu'on trouve notamment représenté sur le bassin de Lundestrup, Danemark, qui est en photo là-bas. Et puis, juste un petit mot sur un second style. Donc là, vous avez le style de la montagne. Il y a un second style qu'on appelle le style de rocher, et qui en fait est un peu différent, dans le sens où, d'une part, les gravures représentent un caractère un peu plus
plus accessible. Donc sans être véritablement ostentatoire, c'est plus facile à repérer. Il y a relativement peu d'éléments graphiques qui présentent des créatures ou des personnages. Voilà, il n'y a pas du tout le même type de représentation. Il y a beaucoup de quadrillages, mais on trouve encore aussi des cruciformes, des croix périphériques, comme on a aussi dans la montagne. Et puis il y a quelques éléments qu'on va trouver à la fois dans ce style de rocher et dans le style de la montagne, en particulier des doubles rectangles avec une croix à l'intérieur, et certains sont vraiment associés, parfois, ces fameux rectangles, à la fois ils sont associés au style proprement parlé d'un rocher, et au style montagne aussi. Ce qui sous-entend que ces deux styles sont probablement, se succèdent dans le temps. Et l'hypothèse dans laquelle le style de rocher serait le plus ancien est basée sur le fait que quand on passe ensuite au premier âge du fer, si on accepte l'idée que la montagne c'est des fins du monde final, quand on arrive au premier âge du fer, on a généralement des représentations qui sont beaucoup plus réalistes, des animaux, des personnages, etc. Et là en fait on a exactement le contraire. Donc l'hypothèse qui prévaut actuellement, qui reste une hypothèse, c'est que les deux styles se succèdent immédiatement dans le temps, avec quelques éléments qui sont en fait de transition, et puis une relative ancienneté maintenant de combien d'années, c'est difficile à dire pour l'instant, puisqu'on n'a pas de lien stratigraphique en fait avec nos liens biologiques, et qu'en dehors des gravoirs dont j'ai parlé tout à l'heure et des calipercés, qui ne sont pas, quand on en parlait, datables précisément, on n'a aucun autre élément, parce que ces gens n'ont pas déposé d'objets en compte, de poterie avec les éléments mobiles avec. Et même si on en trouve, encore faut-il qu'on puisse vraiment être certain de l'association des uns et des autres. Voilà. Ce n'est pas gagné pour l'instant, de toute façon. On n'a pas trouvé d'éléments. Voilà.